par l'invité de 22h50. Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir Monsieur Switek. Comment allez-vous? Ah non, je ne vais pas l'appeler Max. Merci d'être avec nous. Bonsoir Réglo. Non pas pour parler de votre rôle éminent dans l'équipe de 22h Max, mais pour parler de ce livre que vous publiez aujourd'hui, ou peut-être même demain. Aujourd'hui. 682 jours, c'est aux éditions Plomb, je ne me trompe pas. Vous rhabillez tout le monde pour l'hiver? Ou en tout cas, beaucoup de ceux que vous L'hiver avez... est doux, donc ils n'ont pas besoin d'être rhabillés. Oui, certes, mais quand même, en tout cas, vous rhabillez beaucoup de ceux que vous avez pu croiser pendant ces 682 jours passés au ministère de la Culture. En pleine pandémie de Covid, on va parler de ceux que vous rhabillez, on va parler notamment pas mal d'acteurs, de chanteurs qui commencent à vous répondre d'ailleurs ce soir sur les réseaux sociaux. J'imagine que vous avez vu ça évidemment. On en parlera tout à l'heure. On parlera de ceux que vous défendez, et notamment Emmanuel Macron, dans ce livre. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de la France. Parce que, et je vais rentrer dans le détail dans une seconde, mais vous faites certains diagnostics sur le pays. Est-ce que vous ressortez de ces 682 jours au ministère plus inquiète pour notre pays ? Bien sûr que je ressors plus inquiète, mais c'est pas seulement, je dirais, la vision de la politique que j'ai menée, des difficultés que l'on rencontre. C'est parce que je quitte un ministère avec la guerre qui vient de démarrer en Ukraine, avec l'inflation qui galope, et l'optimisme béat n'est pas de circonstance. Mais au-delà, et pour répondre plus précisément à votre question, j'ai vu à travers le ministère de la Culture que pour moi la culture est essentielle et que la gouvernance de la culture dans notre pays mérite d'être profondément revisitée parce qu'elle est soumise à des chocs qui sont extrêmement importants et que la crise a accéléré. C'est pour ça, quelquefois, on me parle, est-ce que la crise, il y a des séquelles? Est-ce qu'on peut en guérir? Non, parce que la crise écologique qui frappe l'ensemble du patrimoine est évidemment intense et va exiger des investissements de plusieurs milliards. La révolution du numérique va, elle aussi, engager des révisions tout à fait cruelles et des investissements considérables. La décentralisation et la volonté des élus locaux de participer au festin culturel va exiger de revisiter la gouvernance et de se poser la question de la gouvernance de la culture. Et tout ça, effectivement, c'est quelque chose qui doit être fait, qui va demander beaucoup d'argent, beaucoup d'expertise et beaucoup de volonté politique. Mais vous parlez de choc pour la culture. Le choc dont vous parlez, il est pour tout le pays. Vous dites que petit à petit, tous les corps intermédiaires ont flanché en France et vous les passez en revue. Le catholicisme n'a plus ni prêtre ni fidèles. Les banlieues sont minées par l'islamisme et les trafics. Les syndicats traversent une crise d'anémie mortifère. Les partis classiques peinent à se convertir aux nouveaux moyens de communication. Et vous continuez et vous ajoutez en gros que tous ceux qui détiennent un peu ou beaucoup de pouvoir en France sont tous remis en cause aujourd'hui. Oui, effectivement, et ça, ce diagnostic, je ne suis pas la seule à le poser, et c'est évidemment extrêmement inquiétant, et on l'a vu à travers un certain nombre de crises comme celle des Gilets jaunes, mais d'autres, on le voit actuellement à travers cette flambée, les médecins, les infirmières, les ouvriers des raffineries, etc. Chacun est dans sa boutique, au sens, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il y a plus de moyens de dialogue, tout le monde est arc-bouté sur ses positions et finalement on en parlait il y a quelques jours sur votre plateau dans cette crise qui secoue à propos de la réforme des retraites. On a un parti majoritaire qui n'a qu'une majorité relative, on a des partis qui sont en perdition et on a des syndicats qui ont perdu leur substance. Donc effectivement il n'y a pas de possibilité de négociation et d'arriver à une solution concertée puisque cette faiblesse extrême à la fois des gouvernants et des corps intermédiaires est tout à fait catastrophique pour le pays. Et ça va nous permettre, avec mes camarades Antonin, Benjamin et Anna, de vous interroger notamment sur Emmanuel Macron, dont vous parlez bien sûr dans ce livre, avant de parler de ceux avec qui vous réglez quelques comptes. Première rencontre, première chose que vous vous dites à propos d'Emmanuel Macron, il ne fait pas président. Qu'est-ce qui vous perturbe dans ce que vous découvrez chez Emmanuel Macron? Je ne dis pas tout à fait ça. Hein. Je dis que j'arrive pour la première fois, moi je ne connais pas Emmanuel Macron, quand j'ai ce premier entretien avec le président de la République, mais j'ai servi déjà 2 présidents de la République. Et j'en ai côtoyé un certain nombre d'autres. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, j'ai eu l'occasion de traiter aussi des dossiers avec François Hollande. Et je vois un jeune homme
qui est plus jeune que mon fils, et qui me regarde et qui c'est tout à fait étonnant parce que j'ai l'habitude, quand je rencontre ce genre de personnage, qu'il me donne une feuille de route. Et là, Emmanuel Macron me regarde de cet étonnant regard bleu et il me dit comment voyez-vous les choses? C'est sa phrase culte. Je m'attends absolument pas à être cueilli de cette façon. Et je me suis dit, les Français sont quand même un peuple merveilleux parce qu'ils ont élu un président de la République de 39 ans qui correspond absolument pas à l'idée que se font les Français d'un président de la République classique. Mais justement, les choses changent et c'est sans doute bien. Antonin. Mais justement, sur Emmanuel Macron, vous êtes quand même assez énigmatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression, vous dites, il n'est pas raccord avec l'idée que les Français s'en font. Et d'une certaine façon, on a l'impression que vous n'arrivez pas tellement non plus à le percer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça reste quand même une énigme. Vous dites, Nicolas Sarkozy était très haut dans l'atmosphère, Emmanuel Macron est très haut dans la stratosphère. Oui, mais je suis une vieille dame, Antonin. Et peut-être aussi que mes fondamentaux datent. Il y a aussi peut-être aussi un effet générationnel entre moi et Emmanuel Macron, parce que j'ai une expérience politique. J'ai fait ma première campagne électorale en 77 et ma première élection en 82. J'ai 40 ans de vie politique et même j'ai écrit un livre qui s'appelle La petite fille de la Ve République. J'ai même vécu des choses qui sont... Je pense que je suis un dinosaure dans la politique. La déconnexion, quand vous dites qu'il est très haut dans la stratosphère et qu'il y a un côté comme ça un peu énigmatique chez un homme qui vous dit toujours comment voyez-vous les choses et dont on ne sait jamais en réalité, que vous ressortez de ce premier entretien, vous ne savez pas quelle est votre feuille de route. Est-ce que cette énigme-là ne dessert pas aussi un peu Emmanuel Macron et ne raconte pas un peu de ce qu'on dit de la déconnexion? Sans doute, vous avez raison. Il est disruptif. Il est disruptif dans sa façon de gouverner, mais le pays est dans une disruption considérable. Est-ce que les fondamentaux qui conduisaient le général de Gaulle seraient adaptés au monde d'aujourd'hui? Je n'en ai pas la certitude. Mais en fait, ce qui est assez frappant dans ce livre, c'est que vous l'épargnez pas mal. Ouais. C'est-à-dire que vous qui n'avez pas de votre langue dans votre poche, on est parfois en plateau ici, vous êtes assez dur, du monde du cinéma, on va parler. Finalement, Emmanuel Macron, sans que vous n'avez pas trop envie de le critiquer, c'est-à-dire qu'il y a eu... C'est parce que j'ai pas à le critiquer, je règle pas des comptes, j'essaie de faire une analyse objective. Moi, dans la mission que j'ai eu à mener et que j'ai menée, on a eu des discussions où on n'était pas d'accord. Quand je lui ai dit... sur le régime spécial de l'Opéra de Paris, par exemple. Si on veut sauver l'Opéra de Paris, il faudra garder le système de retraite de l'Opéra de Paris, pas seulement pour les danseurs, mais aussi pour les chanteurs et les musiciens. Parce que vous dites qu'une ballerine d'à 60 ans sur scène, ça n'a pas de sens. C'est un peu difficile, oui. Voilà. Et puis c'est une culture, et c'est une culture à l'Opéra de Paris. Je sens bien qu'il n'est pas d'accord. Je note d'ailleurs avec intérêt qu'il a évolué et qu'il il est d'accord au moins pour ce qui m'apparaît dans les gazettes, qu'il est au moins d'accord pour les danseurs. Donc il y a des choses avec lesquelles, sur en particulier les modalités d'ouverture, on a discuté. Mais c'est normal. Moi, je défends les artistes, je défends les structures. Le président a une version plus globale. Mais finalement, quand je fais le bilan de tout cela, il a toujours été à mes côtés. C'est un meilleur président que Nicolas Sarkozy ou pas? On n'a pas du tout géré les mêmes problèmes. C'est complètement différent. Moi, je n'établis pas un palmarès. Finalement, Nicolas Sarkozy est un très grand président. Moi, j'ai mené une réforme de la santé avec Nicolas Sarkozy. C'est pas du tout les mêmes choses. Comment voulez-vous regarder des poireaux et des carottes? Enfin, c'est absurde. Je sais pas qui est le poireau et qui est la carotte, mais on ne peut pas savoir qui est la carotte. Roselyne Bachelot. Anna. Voilà. Non. Et là, voilà, les yeux vers le ciel de Roselyne Bachelot. Et dites-moi, quand même, vous relevez, pour le regretter, qu'il n'a pas beaucoup défendu son bilan en matière de culture, c'est-à-dire votre bilan, alors même, dites-vous, qu'il était ce bilan excellent et innovant et que lui n'en a rien fait pendant la campagne présidentielle. Mais je dois dire que c'est pas seulement un reproche que je fais à Emmanuel Macron, je le fais à l'ensemble de la classe politique. C'est qu'on n'a pas parlé de culture pendant cette campagne présidentielle, ou quasiment pas, ou pour enfoncer quelques portes ouvertes, pour dire que bien sûr, il faut faire de l'éducation artistique et culturelle, etc. Enfoncer quelques lieux communs, mais on a le sentiment que la crise étant passée, voilà, on n'a plus parlé de culture. Et d'ailleurs, dans la période actuelle,
on ne parle pas de culture, sauf pour dire, à travers un certain nombre d'activistes qui se collent au tableau, que finalement, ce qui est important, c'est de mener cet activisme au besoin de le mener contre la culture. Et c'est tout à fait intéressant. Ça dresse un tableau qui est assez inquiétant. Roselyne Bachelot, vous racontez dans ce livre évidemment que vous êtes ministre au pire moment, c'est-à-dire au moment du Covid, avec des salles qui ferment, etc., et où ça va un peu se tendre avec une partie des artistes qui vont vous reprocher, par exemple, votre absence de prise de parole, etc. C'est notamment le cas de Benjamin Biolay. Et il y a un match qui se fait avec Benjamin Biolay, parce qu'il vous critique à l'époque dans les médias. Vous lui répondez encore aujourd'hui dans ce livre en disant qu'il fait partie parmi les plus privilégiés, avec la tartine beurrée des deux côtés. Je vous cite. Benjamin Biolay vous a répondu aujourd'hui sur son compte Instagram. On va voir ce qu'il a mis sur son compte Instagram. Voilà sa publication aujourd'hui. À la recherche de ta dignité, Roselyne Bachelot. Écoutez, moi je ne veux pas rentrer en polémique, parce que, c'est vrai que j'aurais attendu peut-être que, vous connaissez la phrase de Lord Beaverbrook, enfin de Churchill à Lord Beaverbrook, vous m'insultez en public et vous vous excusez dans les lavabos, j'aimerais bien que ce soit l'inverse qui se passe. Bon, c'est un petit peu ça qui s'est passé, même si j'ai beaucoup oublié des méchancetés, parce que je sais aussi que les artistes, c'est pas seulement une question d'argent. Les artistes sont du spectacle vivant. C'est ce contact inouï avec le public qui fait qu'on communique. Et cette souffrance, je l'ai comprise. Mais j'ai tellement bagarré, je me suis tellement mobilisé pendant des jours, des heures, des nuits, que de me présenter comme une sorte de personne futile, qui était en train de s'amuser alors que j'avais des journées... De prendre des vacances, dit Clara Luciani. Oui, vous passez de bonnes vacances parce que nous, on attend des réponses et elles ne viennent pas. Tout d'un coup, on a un sentiment d'injustice tout à fait incroyable. Et si j'ai répondu quelquefois avec un petit peu d'irritation... Je trouve toujours étrange qu'on ait le droit d'insulter des ministres et qu'il n'ait pas le droit de dire écoutez, j'ai été blessé. Alors attendez, il faut lire cette phrase qu'elle a écrite sur ces artistes-là. Vous dites travailler jour et nuit, se battre pour prendre des milliards pour la culture et se faire vilipender par les artistes au cachet somptueux qui n'ont pas un mot pour les soignants, pas un mot pour les malades, ni pour leurs familles. Ça fout les boules. Et cette injustice-là que vous ressentez, le paroxysme, c'est la soirée des Césars. On est en mars 2021. Ah bah oui, on va raconter cette soirée, évidemment, Roselyne Bachelot, parce qu'elle occupe une partie... Il y a certains qui disent que c'est le meilleur moment du livre. Ne spoilez pas ce chapitre. Ah bah pardon, je vais spoiler un peu, j'ai quelques citations quand même. Il y en a plusieurs des bons moments. Il y a quelques citations quand même qu'il faut dire, parce que vous vous retrouvez donc dans cette salle des Césars avec tout le cinéma français réuni, qui vous égratigne sévèrement, etc. Et vous rendez la monnaie de la pièce à tout le monde. Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, je vous cite. Marina Foïs, qui roulait des yeux exorbités comme si elle avait été sommée de jouer le rôle de l'animatrice ratée et totalement dépourvue de talent. Un rôle de composition, bien évidemment. Pardon, mais je poursuis. Annie Dupéré, qui vous accuse d'avoir quitté la salle à ce moment-là. C'est un mensonge. Après les aides auditives, elle pourrait se reconvertir dans les publicités pour les lunettes. Je poursuis. Corinne Maziero, pardon, ça me fait rire, mais ça, il faut dire que qui arrive. Corinne Maziero, le clou du spectacle, dites-vous, le pompon, qui arrive nue sur scène et vous écrivez. Certains rustos indiquèrent que ses fesses étaient plutôt moches, critique inacceptable témoignant d'un machisme rance, même si une impartialité réactionnaire peut conduire à partager cette évaluation. C'est méchant, Roselyne Bachelot. Non. Mais la méchanceté était de quel côté ? Je trouve quand même qu'il y a un écosystème en France, que je défends d'ailleurs, qui nous a permis, à travers des aides puissantes et un financement public massif, de rester la seule industrie cinématographique européenne. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des films en Italie, mais il y a une industrie cinématographique et c'est la seule en Europe. Et d'ailleurs, les autres pays européens, les autres réalisateurs, artistes européens nous disent « mais la France, c'est le pays de cocagne ». Et je veux défendre cet écosystème. Mais même si vous tournez en dérision, les films qui, je cite, n'ont pas trouvé leur public. Voilà, non mais ça mais bien sûr, mais on le sait, les chiffres sont là.
voilà. Mais c'est aussi C'est la ça, création. d'avoir une industrie européenne. C'est avoir des films qui marchent, des films qui marchent moins. On ne sait jamais, d'ailleurs, le film qui va marcher. On a été très content du succès de Simone, qui était totalement imprévu. J'avais adoré ce film. On m'avait dit, mais ça ne va pas marcher. Et il a fait 2 millions d'entrées. Donc, voilà, je veux défendre ce cinéma-là. Ça impose qu'il y ait des films qui ne trouvent pas leur public, bien entendu. Mais je trouve, pourquoi insulter le ministre de la Culture qui est là, qui porte ce cinéma, qui le défend, et de voir des personnes... Je ne demande pas de merci. Mais vous dites quand même c'était une chouette soirée. À la fin de ce chapitre, Oh vous non, dites, vous êtes mort de rire au fond, vous Ah vous non, dites, mais mais j'ai trouvé- c'est là, c'est une grand soirée, milieu, là. c'est une soirée magnifique. Moi, je pense qu'on pourrait faire un film Avec sur cette cette soirée-là. soirée. Rien que cette soirée-là. Ah oui, rien que cette soirée, je pense qu'on peut la faire. Anna Alors, Cavana. dans vos films, il y a plusieurs moments savoureux. J'en ai relevé un quand vous parlez de la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine et de Notre-Dame, de la Ah oui. reconstruction de la flèche de Notre-Dame qui doit être construite, dites-vous, vous, à l'identique pour respecter la Convention de Venise. Et vous écrivez: quand je rentre rue de Valois, le cabinet est en stress, l'Élysée rêve d'un geste architectural, dites-vous, et m'accuse de n'en faire qu'à ma tête. Bon, ce ne sera pas la dernière fois, dites-vous encore. Je vous cite: je ne regrette pas cette insubordination quand, déjeunant quelques jours plus tard avec Brigitte Macron, elle me montrera un projet culminant avec une sorte de sexe érigé entouré à sa base de boules en or. Alors, je veux d'abord faire une rectification. Elle ne le souhaitait pas. Elle ne Voilà, souhaitait c'est pas ça. du tout. Les choses sont précisées. Rosine Les choses sont Bachelot, précises. à vous lire, c'est pas clair. Hein. Bah oui, mais enfin, je le redis, si c'est pas clair, c'est qu'elle ne souhaitait absolument pas. Mais il y a un certain nombre de gens, et d'ailleurs, je rends hommage à Brigitte Macron, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui vont déposer des projets à l'Élysée parce qu'ils se disent, Ça peut passer. autant déposer ça. Et à chaque fois qu'un projet a été déposé, Brigitte Macron dit, écoutez, c'est la ministre de la Culture qui décide. Et franchement, moi, j'ai eu des relations Donc vous absolument... avez ri avec elle de ce projet, ce jour-là. Ah oui, non, mais c'est pas le seul, hein, Ben, parce que j'entends bien, mais- j'ai eu des projets aussi, j'ai eu des projets aussi qui sont arrivés au ministère de la Culture. On parlera dans une seconde d'un sujet que vous mettez pas mal à distance, Rosine Bachelot, dans ce livre, c'est votre Covid à vous. Vous en parlez assez peu dans ce livre. Avant ça, il y a quand même une galerie de portraits. Parce que vous adorez vous en prendre à ceux que vous aimez en réalité, y compris dans d'autres camps. Il y a toute une galerie de portraits. François Hollande est absolu. Ce que vous racontez sur François Hollande, c'est absolument dingue. C'est très long. Je vais quand même le lire, pardon, mais comment détester un socialiste qui trompe sa compagne officielle en se rendant à scooter chez sa maîtresse, qui légalise le mariage pour tous, qui assure que mener une guerre post-coloniale en Afrique est le plus beau jour de sa vie, qui imagine une loi travail dont même la droite n'aurait pas rêvé, met son gouvernement à feu et à sang en expulsant une gamine kosovare, Leonarda, qui va le couvrir de ridicule, etc., etc. La phrase d'après, pour ma part, je n'ai que de bons souvenirs de François Hollande. Qu'est-ce que ce serait si vous en aviez de mauvais, hein, parce que là, Mais oui. Non, mais il est formidable. Puis alors, évidemment, moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'il m'avait demandé, d'ailleurs, avec un certain nombre de copains, de désigner sa meilleure photo. Oui, c'est vrai. C'est un jury, c'est quelque chose qui avait été inauguré par Jacques Chirac, cette meilleure photo du président de la République. Alors moi, je sortais à ce moment-là, en 2012, des repas avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que ça allait tellement vite que les gars qui étaient en bout de la table n'avaient même pas le temps de manger du dessert. Et là, tout d'un coup, on arrive avec François Hollande, le plat, le poisson, la Service à la viande, le française. plateau de fromage qui ressurgit, de la charlotte au chocolat baignant dans la crème anglaise. Je me suis dit, là, quand même, c'est bien. J'invite tous ceux qui nous regardent à aller voir aussi ce que vous dites à propos de Jack Lang. C'est absolument Ah oui. formidable. Que vous adorez aussi, Ah, que Jack Lang. j'adore aussi. Je ne vais pas spoiler celle-là On parce sait que... pas trop si vous l'adorez ou pas. c'est Ah, vraiment vous dites pas- que Ah, vous... si, Ah, si, vous si. dites que vous l'adorez, mais bref, je laisse ça de côté. Pour arriver j'allais dire, à vos amis de la droite, Oui. c'est quand même assez terrible ce que vous racontez. Vous racontez quand vous arrivez à l'Assemblée en 88, vous avez devant vous Jacques Chirac, Édouard Balladur, Alain Juppé, Jacques Toubon, Philippe Séguin, Michel Alliot-Marie, Michel Barzac, etc. Quand vous revenez à l'Assemblée comme ministre, on n'était même pas en Ligue 2, mais en National 3, avec Christian Jacob en président de parti et Damien Abad en président de groupe. Oui. Vous leur avez envoyé le livre ou pas? Oh bah j'espère qu'ils vont l'acheter. Je vais pas leur offrir. Non mais au-delà de la blague, vous dites clairement le niveau a baissé à l'Assemblée. Mais c'est vrai pour tous les partis, et Oui. pas seulement pour les C'est vrai, Républicains. vous le dites ça, vous le dites. Il
il y a une véritable déperdition pour plusieurs raisons qu'on connaît. C'est d'abord, et je dois dire que je fais mon mea culpa, l'abandon de la possibilité de cumul des mandats qui font que les grands élus, vous les regardez, des gens qui auraient ce calibre-là, il y en a, mais ils sont à la tête de leur conseil départemental, régional ou de leur grande mairie. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'il y a eu une diminution des rémunérations importantes qui a été décidée par François Hollande et que comparé à ce que gagne un haut fonctionnaire dans le public ou à ce que gagne quelqu'un qui a des responsabilités importantes dans le privé, il n'a pas envie d'avoir. D'autant qu'avec la nouvelle législation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, vous risquez de ne pas retrouver votre boulot quand vous quittez le gouvernement. Donc il y a des tas de gens qui pourraient être des hommes ou des femmes politiques du niveau de ceux que j'ai trouvés en 88. Ils n'ont absolument pas envie de faire de la politique. Donc on aura, si on ne change pas les choses, on aura de plus en plus de deuxième couteau dans la politique. C'est très intéressant. En fait, ce qui est très intéressant, évidemment, dans ce livre, à plusieurs titres. D'abord, vous parlez cash, mais vous avez toute cette expérience et tout ce recul qu'Emmanuel Macron et que la Macronie n'a pas. Et vous dites, et c'est intéressant quand même sur la façon dont la France est gouvernée aujourd'hui et les difficultés de la majorité, et vous dites de ces nouveaux élus de l'AREM, c'est biberonnés aux 35 heures ou aux 500 semaines de congés payés qui méconnaissent le travail des élus territoriaux et qui eux-mêmes ne sont pas vus par ceux qui les ont élus parce qu'ils ne vont jamais en circonscription. Ça, c'est aussi un sujet politique grave aujourd'hui. Ah oui, je dois dire, moi j'ai vécu sur le mode ancien, c'est-à-dire des semaines extensives, le jeu de boules de fort à 20h le dimanche, le bal des pompiers, le banquet des anciens combattants, etc. C'est-à-dire une vie qui est dédiée qui est dédié aux autres, au détriment de sa vie personnelle. Et c'est vrai, mais c'est aussi finalement une révolution sociétale majeure. Les médecins veulent plus travailler de cette façon, dans la restauration on veut plus travailler de la même façon, et les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, ils vivent ces mutations sociétales de la même façon. Et j'en ai parlé avec des élus locaux qui me disent on a vu disparaître le député. Du paysage local. Je dis, il vous manque ? Non, finalement, il ne nous manque pas. Bon. Oui, sauf que les élus locaux, ils n'assument pas toujours leurs responsabilités. Vous le dites aussi dans le livre, au moment du Covid. Votre Covid, Roselyne Bachelot, vous tombez malade quand vous êtes au ministère. Vous dites, je ne me sens pas bien du tout. Il y a comme un éléphant qui marche sur ma poitrine. La fièvre bat à mes tempes, etc. Les courbatures sont nombreuses et douloureuses. C'est 2 petites pages. 2 petites pages dans votre livre, plus une phrase un peu plus loin. Mais vous ne vous attardez pas là-dessus. Alors que, en réalité, comment dire les choses, vous avez eu la trouille. Oui, bien sûr. Mais vous savez, j'ai traversé 40 ans de vie politique, finalement sans jamais parler de moi. Et d'ailleurs, je déplore cette manie de se faire photographier dans sa cuisine avec ses enfants, avec la personne qui partage votre vie. Et je suis assez fier, finalement, d'avoir réussi à ne pas jouer sur ce registre. Et bien sûr, il ne s'agissait pas de cacher la maladie que j'avais. Je pense que ce que j'en dis est suffisamment fort pour ne pas m'étendre et pour ne pas en appeler à une pitié Non, évidemment, sans parler de pitié, mais vous en dites plus dans Match cette semaine, où vous racontez l'hôpital où vous êtes seul, entouré de gens en scaphandre, où la famille ne peut pas venir, et où un soir, vous vous dites, c'est ce soir, quoi. Pardon, mais on ne l'a pas forcément su comme ça. Vous en étiez là. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on se sent à la fois extrêmement seul et extrêmement solidaire, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent ça, à la fois parce qu'ils sont malades et à la fois parce qu'ils ne peuvent plus aller vers les malades. Je dois dire que finalement, Montaigne disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est aussi une belle expérience. Et vous dites que c'est votre orgueil qui vous a sauvé. C'est mon orgueil. Moi qui suis une mécréante. Et les médecins. Dans l'armoire où je passais mes vacances chez ma grand-mère, il y avait cette phrase qu'elle avait écrite. Le monde change d'aspect quand on arrive à ne plus considérer les hommes que comme des âmes en route vers leur destinée éternelle. Et c'est cette phrase qui m'accompagnait. Bon. Une dernière question, Roselyne Bachelot. La politique, on vous y reprendra plus ? J'ai employé cette expression « je suis comme un soldat » parce que la République, la France, c'est ma vie.
qui sait qu'elle n'a plus à combattre, mais qui quand même a son fusil dans le placard et se dit « je le graisse quand même parce que… » Au cas où. Au cas où. Mais vous avez failli remplir. Oui, c'est ça, Jean Castex vous dit, si tu veux, je te propose pour être ministre de la Culture dans le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Et dans un premier temps, vous dites oui. J'ai craqué, parce que l'émotion qui m'entourait était telle, le bouleversement émotionnel, ces 4 semaines absolument incroyables qu'Emmanuel Macron nous a fait vivre, à attendre, le supplice Avec chinois. 3 derniers conseils des ministres. Oui, non, à mais chaque fois. c'était complètement fou, hein. C'était de la torture. Et là, je craque 1 heure. Oui, Je l'ai vous envoyé un vous reprenez SMS. en disant c'est terminé, mais on a bien compris ce soir en réserve de la République, Roselyne Bachelot. Voilà, toujours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. 682 jours, le bal des hypocrites, c'est chez Plomb et c'est donc sorti aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine dans 22h max. Bah évidemment. Bah évidemment, et dimanche soir aussi chez JB Boursier avec Monsieur Duhamel, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu ce soir et d'avoir été notre invité ce soir dans 22h max. Roselyne Bachelot.